On va commencer par cette colère des agriculteurs, parce qu'elle dit au fond la volonté d'un monde de ne pas disparaître, ce monde paysan qui est notre monde à nous. On va tout de suite partir rejoindre Michael Dos Santos qui se trouve sur place dans l'Oise, à Beauvais, où des agriculteurs sont en train de murer, mais alors littéralement murer avec des parpaings, l'endroit qui se nomme l'Office de la biodiversité. Michael Dos Santos et Fabrice Elsner, qu'est-ce qui se passe sur place? Expliquez-nous. 80 tracteurs sont arrivés devant l'OFB, c'est l'Office français de la biodiversité, sorte de police de l'environnement. En ce moment même, les agriculteurs sont en train de murer l'entrée du bâtiment à l'aide de parpaings et de ciment. L'idée et l'objectif est de dénoncer des contrôles excessifs, des exploitations, des contrôles qui sont également récurrents. Je vous propose d'écouter à ce propos Lux Masser, vice-président du syndicat FNSEA. Alors c'est un murage, bien sûr c'est symbolique, mais il n'y a pas que le symbole. Vous voyez, ils prennent le soin de faire du bon travail, parce que nous quand on bosse. Et on fait ça bien, on va faire les joints, on va faire tout ce qu'il faut. C'est de montrer simplement qu'aujourd'hui, on n'en veut surtout pas à ces hommes et ces femmes de l'OFB, mais on s'en veut à ceux qui pensent l'OFB. Il faut absolument que l'OFB accompagne l'agriculture et qu'il ne soit pas là pour que sanctionner, nous voir des voyous, voir des délinquants. Une mobilisation qui va se poursuivre dans la soirée devant la préfecture de Beauvais. Des agriculteurs qui vont dormir dans des tentes devant le bâtiment et qui vont également utiliser des canons effaroucheurs. Ces canons à gaz qui provoquent de fortes détonations qui sont régulièrement utilisés pour faire fuir les volatiles. Mais aujourd'hui, l'idée est tout autre. Ces canons vont être utilisés pour réveiller l'État, nous dit-on. Merci Michael Dos Santos sur place avec Fabrice Elsner. François Pupponi, c'est l'acte 2 de la colère des paysans. Est-ce que ça sera le dernier acte? Est-ce qu'ils seront entendus ou est-ce qu'ils vont se résigner? Parce qu'il faut aller faire tourner les exploitations, ils le savent bien, ils ne peuvent pas rester éternellement sur les barrages ou les ronds-points. Ils vont être entendus, mais malheureusement, on sait très bien que l'État n'a pas la solution. Il y a un peu de gesticulation autour du Mercosur qui n'est pas la vraie raison de la colère. La colère, elle est plus profonde parce que notre agriculture est en train de disparaître petit à petit. Le Mercosur sera pour les éleveurs un coût supplémentaire qui va être éduqué. Certains agriculteurs vont trouver des avantages au Mercosur, en particulier les viticulteurs. Mais là, c'est notre problème. L'agriculture française, telle qu'on a pu la connaître, elle est en train de disparaître. Et eux, ils le savent bien. Alors là, on leur propose des prêts, on leur propose des solutions, mais c'est des solutions à court terme qui ne régleront pas le problème. C'est des bouts de chandelle. Écoutez le témoignage d'Armelle, parce que quand on parle d'agriculteurs et de la vie d'agriculteurs, il faut rentrer dans le dur, dans le concret. Écoutez, Armelle, elle a 25 ans. Elle nous raconte, elle est éleveuse laitière, les difficultés à vivre, et elle dit qu'il y a peu de monde qui accepterait de travailler autant pour être payé aussi peu. Écoutez ce témoignage très fort. On fait des semaines minimum de 70 heures. Et alors, il y a des agriculteurs qui vont peut-être réussir à se tirer 1 500, 2 000 euros, mais revenus à l'heure, je fais rapidement le calcul, c'est vraiment pas grand-chose. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui arriverait qui accepterait de travailler pour ça. Nous, personnellement, on vient de s'installer et on se tire chacun 800 euros. Voilà, donc c'est pas énorme et on travaille les 70 heures, on les fait bien plus que largement. Quel témoignage, vraiment. Et franchement... Oui, parce que les agriculteurs, ils espéraient tous avant, alors ils gagnaient peut-être peu, mais ils savaient très bien qu'ils pouvaient revendre leur exploitation. C'est là où ils espéraient. Or aujourd'hui, ils gagnent plus rien. Et à la revente, ils ne touchent quasiment plus rien. Donc ils n'ont aucun espoir. Ils ne peuvent même pas la transmettre. Ils ne peuvent même pas la transmettre. Donc ils n'ont aucune perspective. Sont énormes. Alors que jusqu'à présent, il y avait un système qui fonctionnait à peu près. Aujourd'hui, il ne fonctionne plus. Et sincèrement, voir une jeune comme ça qui a le courage de se lancer, mais bien sûr. C'est à la fois admirable. 75 heures malheureusement, 75 heures. J'ai bien peur que l'avenir ne soit pas très heureux. Je le pour répète, mais 75 heures. Mais vous avez c'est beaucoup de professions dans notre pays qui fait ce nombre d'heures-là pour 800 euros par mois. Rapidement, Louis Dragnel, Noémie. Je trouve que c'est un concentré de la crise de civilisation. Vous avez tous les ingrédients. Vous avez ceux qui nous nourrissent ne peuvent pas se nourrir. Ils ne peuvent pas transmettre. Ils ne peuvent pas vendre. Ils sont complètement coincés. La corde au cou, puisqu'ils sont obligés de travailler, vous l'avez rappelé, comme des damnés pour rembourser des emprunts, des crédits, pour à la fin... Les damnés de la terre, c'est joli titre. Absolument. Et je trouve que il y a tous les ingrédients de cette décivilisation qu'on est en train de vivre. Et je trouve ça assez triste. Noémie Alioua. Oui, avec aussi l'un des taux de suicide qui est le plus élevé parmi ces professions, parce qu'effectivement, on l'a entendu dans ce témoignage, mais être agriculteur aujourd'hui en France, c'est très difficile. Ils ne prennent pas de vacances, évidemment, ils ne prennent pas de week-end pour certains d'entre eux. Ils travaillent évidemment plus de 35 heures, on a entendu même plus de 70 heures par semaine. Ce sont des professions
de passion, mais qui sont extrêmement difficiles et pour lesquels on demande juste aujourd'hui une dignité. C'est ce qu'on entend, c'est ce qui revient régulièrement dans les témoignages des agriculteurs. Ils veulent juste pouvoir aujourd'hui vivre du fruit de leur travail et ils demandent une certaine protection de l'État, ce qui est quand même le minimum dans ce pays. Il y a une dimension civilisationnelle, évidemment, dans ce combat des paysans, du monde paysan, contre l'appauvrissement généralisé. On va juste réécouter ce que disait Philippe Devilliers, qui était l'invité d'Eliott Deval dans leur émission, parce que je trouve que ça prend tout son sens à la lumière de ce qui se passe aujourd'hui. Philippe Devilliers. Il faut faire très attention à ce qu'est une crise agricole. Ça me rappelle ce que disait Peggy sur les crises de l'école. Peggy disait, c'est fabuleux, l'anticipation de Peggy. Il disait, une crise de l'école, ce n'est pas une crise de l'école, c'est une crise de la société, c'est une crise de civilisation. Je dirais la même chose d'une crise agricole. La crise agricole que nous vivons, c'est la crise d'un petit peuple de parias qui ne veut pas mourir. C'est en fait une crise de civilisation. Pourquoi ? Parce que c'est la pointe diamantée du peuple historique français qui tient à la terre, qui tient le territoire. C'est tout ce qui nous reste. Et ils vont disparaître. C'est le plus grand de tous les mémoricides. Voilà, la pointe diamantée du peuple historique français, Éric Revel. Quelle formule ? L'emphase lyrique et littéraire de Philippe Devilliers puis à démontrer, mais je partage complètement. Vous voyez ce qui se passe, pendant des années et des années, certains ont vanté la mondialisation heureuse, vous savez, où on délocalisait nos entreprises. En fait, là, on assiste maintenant à une délocalisation de notre agriculture. En fait, on est en train de nous vider notre agriculture, même s'il y a beaucoup de choses à dire sur le traité du Mercosur, c'est vrai. Et ce qui est vrai aussi, et ça, il ne faut jamais l'oublier, parce que Philippe Devilliers, c'est aussi le créateur du Puy du Fou, c'est que ces paysans portent dans leur mémoire, portent dans leurs racines une grande partie de l'histoire de France. Une grande partie de l'histoire de France. Donc, en même temps que des productions vont disparaître et affaiblir notre souveraineté alimentaire, en même temps, ces racines et cette mémoire va disparaître. Si on continue de liquider notre agriculture. Espérons que non, il y a quand même des solutions. Joseph, Mathilde-Caron et Alexandre. On espère tous que non. Maintenant, la vraie question, c'est quand vous êtes éleveur laitier, est-ce que vous pouvez vivre avec une exploitation de 10, 20, 40 hectares ? La réponse est non, malheureusement, non. Et ça, le problème de nos politiques, c'est d'avoir fait croire pendant des années, des décennies que oui, c'était possible. Parce qu'on a évidemment, bien sûr, un problème de compétitivité par rapport à nos voisins européens qui est absolument énorme. C'est dû plus cher. Oui, et 30% plus cher. C'est dû, bien sûr, c'est dû à l'administration, c'est dû au fait que, par exemple, lorsqu'il y a des éleveurs de poulets qui veulent s'agrandir, c'est pas possible parce que tout de suite les riverains les empêchent d'agrandir leurs bâtiments. Enfin, vous voyez, il y a un certain nombre. Nos agriculteurs, en fait, on a l'impression que ils mènent non seulement d'ailleurs, ils sont dans une situation salariale dramatique, mais en plus, ils mènent une course en sac en permanence avec tous les maux de la société française. Absolument. Alexandre Devecchio, votre diagnostic sur cette crise, nouvel épisode de la crise du monde paysan. C'est aussi une crise d'un certain art de vivre, puisque le terroir français, c'est ce que nous mangeons, c'est une partie de notre identité, donc on ne peut qu'y être sensible à tous les mots qu'on a nommés, qui sont effectivement les mots de la mondialisation malheureuse. Je pense que s'ajoute ou s'est ajouté par le passé une forme de dédain et de mépris. Et je crois que exactement, et qu'on voit aussi chez certains néo-ruraux ou certains urbains qui se découvrent écolos et qui n'ont aucune considération pour le travail des paysans et qui traitent les paysans presque comme des pollueurs, des criminels. Quand ils ne les attendent pas des procès, parce que quand ils chantent à côté. Je pense que ça s'ajoute à ça, et la colère vient aussi de cela. C'est-à-dire que le Mercosur, c'est l'ultime clou sur le cercueil, j'ai envie de vous dire, mais pendant des années aussi, les politiques, alors pour le coup, ils ont fait preuve de bienveillance. On avait quelqu'un que j'aimais bien, Jacques Chirac, qui tâtait le cul des vaches, mais en dehors de son style, est-ce qu'il a vraiment empêché la signature de ces traités ? Est-ce qu'il a complètement protégé l'agriculture française ? Je ne suis pas sûr, et c'était sans doute pas le pire, hein. C'était pas anti-Chirac, mais il y a toutes les élites de cette époque-là qui ont continué avec ce fantasme de mondialisation
qu'on n'avait plus besoin de rien produire, en fait, qu'on allait tout importer. Voilà le résultat aujourd'hui. N'oublions pas il est bien tard, Alexandre, malheureusement, pour se réveiller. Que toutes les grandes révolutions françaises sont parties du monde paysan. Alors, aujourd'hui, exactement. le monde jacquerie, mais le monde paysan est tellement rétréci. Il reste 380 000 exploitations en France. 380 000 Non, mais le cynisme absolu quand même de la classe politique depuis, c'est qu'au fur et à mesure que les paysans disparaissent et qu'il y a de moins en moins de paysans, leur pression politique est de moins en moins importante. Et oui. Et bah oui, parce que quand vous êtes 1 million. Et puis il y a les syndicats qui se tirent un petit peu. Alors il y a les. Ils font un peu la concurrence entre eux. Au mois de février, au mois de janvier là, vous allez avoir un face-à-face entre la FNSEA, la coordination rurale paysanne et la coordination rurale, bien sûr. Bon. Mais vous savez, est-ce qu'on doit tout sacrifier sur l'autel du profit ? Moi, c'est ma grande question. Vous posez la question, on a la réponse. Je vais vous dire ce que disait Joseph. Si c'est notre art de vivre et notre terroir, non. J'ai vu il n'y a pas longtemps Emmanuel Beignet, qui est le président de Lactalis. Oui. Bon, le président de Lactalis. C'est important, Lactalis. Bien sûr. C'est important. Vous avez vu qu'ils ont réduit la collecte de lait. Alors je l'interrogeais, je lui dis mais attendez quand même. Ouais. Il me dit mais le lait, bien sûr que c'est pas un produit comme un autre. Bien sûr que ça fait partie de notre souveraineté alimentaire. Mais la vraie question, c'est la rentabilité. L'élevage moyen en France, c'est 40 vaches. Me disait-il. Vous avez les fameuses fermes à 1000 vaches. Horreur, je suis d'accord. Mais combien de temps l'agriculture française va pouvoir, si on raisonne en termes de rentabilité, résister à ça? Mais elle ne peut pas résister. Il faut peut-être raisonner autrement qu'en termes de rentabilité. Ne doit pas être dernier mot, François Pipponi. C'est aussi de l'aménagement du territoire, c'est aussi du maillage territorial où on permet aux jeunes de s'installer dans des zones qui étaient jusqu'à présent en train de disparaître. C'est tout ça. Et c'est ça qu'il faut aider sur. Effectivement, ça coûte plus cher en France. Mais pourquoi ? Parce qu'on a surréagi par rapport aux normes européennes, on a mis des normes environnementales qui ne sont pas les autres. Les plus drastiques d'Europe. On a choisi le haut. Et donc il y a une réponse, il y a un modèle économique pour l'agriculture française. Parce que le problème, c'est bien d'avoir des solutions. Non, mais c'est qu'on a l'impression qu'il y a une forme de fatalité. Si on voulait la sauver, on pourrait. Et la seule solution, c'est l'économie subventionnée. Or, si on choisit des secteurs stratégiques de l'agriculture, si de l'autre côté, on exempte de charges, de droits de succession, qu'on augmente les pensions de réversion, parce qu'il y a aussi ce sujet-là, avec les femmes d'agriculteurs qui, à la mort de leur mari, souvent l'espérance de vie est quand même pas très élevée compte tenu de la dureté du métier, qui touchent en moyenne entre 500 et 700 euros de pension de réversion. Quand vous pensez que vous avez bossé toute votre vie et que c'est quand même un métier extrêmement difficile, la difficulté, je trouve, c'est qu'il y a une projection romantique parfois un peu de l'agriculture qui fait que les idées sont assez mauvaises. Il y a eu beaucoup de films, je pense à Petits Paysans qui ont ouvert les yeux des Français sur la réalité de ce monde. Mais de l'autre côté, c'est comme le salon d'agriculture. Mais l'agriculture française demande qu'une seule chose, c'est qu'on arrête de la contraindre. Si notre secteur était aussi contraint que l'agriculture et qu'on était tout le temps dans une logique concurrentielle, il n'y a pas un secteur qui survivrait. Joseph Massescaron. Allez-y, il est fougueux, il a 30 ans. Non, c'est difficile de... Non, il y a en plus tous les domaines où l'État a dit il faut que vous fassiez ceci, cela, tel plan, tel ceci, du bio. Et puis l'administration qui les rend dingues. Donc laissons aussi aux agriculteurs eux-mêmes savoir qu'est-ce qu'ils doivent produire. Ça, c'est un élément aussi. Il y a une chose que personne n'évoque, parce que c'est interdit en Europe, ça s'appelle le protectionnisme. C'est ce que fait Donald Trump pour sauver son industrie. On peut peut-être faire pareil pour nos agriculteurs.